quand votre secrétaire général, le camarade Blésiri, m'a contacté, la première chose, c'est d'appeler les camarades du CACI pour leur dire on a une invitation et dans le contexte que nous connaissons, qu'est-ce qu'on fait? La réaction immédiate a été 8 SE, secrétaire exécutif, il faut que tu y participes. Et comme il s'agit de partager nos expériences, j'ai voulu venir, et je m'excuse parce que j'ai voulu faire un montage depuis 2002 jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on ne pourrait pas partir parce que ça allait être des photos innombrables. Voilà. Mais on va essayer de synthétiser et je vais axer mon intervention sur 3, peut-être 4 points. Le premier point, c'est de vous transmettre les salutations des camarades du CACI. Certains sont là, mais très officiellement, vous transmettre les salutations des camarades du CACI et en même temps vous réaffirmer aux camarades du Front Populaire Ivoirien que le CACI reste et demeure votre allié, mais plus que votre allié, votre meilleur ami numéro 1. Pour le FPI, malgré quelquefois les moments d'incompréhension qui se sont glissés dans tout ce que nous avons fait, parce que c'est ça aussi les expériences. À l'origine, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire est parti de l'idée que, en avril 2011, la constitution est sortie de la Côte d'Ivoire, ou alors les gens se sont forcés à sortir la Côte d'Ivoire de sa propre constitution. Et partout dans le monde entier, personne n'écoutait le FPI, encore moins le président Laurent Gbagbo. En tout cas, à Philadelphie, je sais que nous sommes passés à Constitutional Center, au centre-ville, on est passé à la mairie, on a distribué, à chaque fois qu'on distribuait, on nous disait, mais il y a même quelqu'un qui a dit, ce bâtard-là, il doit quitter le pouvoir. Parlant du président Laurent Gbagbo. On ne nous écoutait pas. Et le CACI est né d'une association de plusieurs mouvements de patriotes. De patriotes. ADDD de New York, ADDD un peu partout, ADDD qui avait pris aussi Philadelphie, le Congrès africain à Philadelphie, et puis finalement on a créé le CACI en mai 2012 à Silver Spring à l'invitation du doyen Doué. Ces photos-là, nous ne les avons pas. Pourquoi? Parce que nous avons fait deux choses. On s'est dit, si on veut réussir cette lutte-là et rester constant et téméraire, il ne faudrait pas qu'on publie nos événements. Sinon, ça donne aussi tout de suite la place aux gens de faire quoi? De coopter des individus. On s'est donné aussi pour ligne de discuter en profondeur et d'avoir une position et de ne pas avoir de président ni de secrétaire général, mais d'avoir un secrétaire exécutif. Et voilà comment nous avons marché. Plusieurs mouvements se sont créés. Mais nous sommes fiers qu'aux États-Unis, le CACI a survécu. Avec l'appui de quelques mouvements qui sont restés comme ADDD de New York. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, cette cérémonie de célébration-là, elle s'ajuste pour moi à ce que nous avons fait à New York le 13 avril. Avec le doyen Doué, le doyen Ourigou. Je ne sais pas de vous de qui est doyen maintenant. Mais doyen Ourigou, nous sommes allés rendre visite à un groupe qui nous a soutenus. Le December 12 Movement. C'est l'un des rares groupes d'Américains noirs qui nous a écoutés. Et comment ils nous ont écoutés? Ils nous ont invités une fois à prendre la parole. Il faut que je retrouve cette photo-là. Pour leur expliquer, mais on parle de la France, on parle de la France, on parle de la France là. Qu'est-ce que la France vous fait? Et qui les camarades ont choisi pour les entretenir? C'était moi, vous pouvez passer ces photos-là. Et nous avons été, on a expliqué ce que la France faisait chez nous, et ce mouvement-là est resté à nos côtés. Ils ont même créé un comité qu'ils ont appelé le comité de soutien de la haie. Le 13 mai, non, la première fois, en 2013, quand le procès devait s'ouvrir de confirmation des charges, ce groupe-là a une délégation de plus de 20 personnes, 30 personnes, pardon, et se sont déplacés à La Haye pour soutenir les Ivoiriens. Et depuis lors, ils n'ont pas lâché. Là-bas aussi, à ce niveau, malheureusement, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Quelques dirigeants, malheureusement, du Front Populaire Ivoirien n'ont pas perçu la portée de leur représentation et de ce qu'ils étaient capables de faire.
Mais nous autres patriotes, nous sommes restés scotchés à eux. Le 13 avril, quand nous sommes retrouvés à New York, nous leur avons demandé une chose. D'abord, on leur a offert des cadeaux pour leur dire merci. Et puis, on leur a demandé d'afficher le portrait photo du président Laurent Gbagbo à leur mur, parce qu'ils ont un mur de leaders africains-américains, que ce soit des saxophonistes, que ce soit des musiciens. Et séance tenante, Viola, qui est la présidente, avec la permission de la requête du doyen, a accepté de porter cette photo-là à ce portrait. L'article est paru donc avec Germain Soué dans l'Horizon Net, et vous aurez encore la suite par rapport à ça. Ensuite, camarades, il y a une photo ici que j'ai. Sur cette photo-là, vous verrez, il y a un homme vraiment squelettique qui n'avait pas de ventre, qui n'était pas gros, qui avait beaucoup de cheveux. J'ai voulu commencer par ça, Tanti. C'est la première marche que nous avons organisée devant l'ambassade de France en octobre 2002, après l'éclatement de la rébellion. C'est vous dire quoi? C'est vous dire que depuis 2002, certains d'entre nous ont cru que, et continuons de croire, que nous pouvons, et qu'il y a en Côte d'Ivoire des hommes, des femmes qui sont capables non seulement de réconcilier ce pays-là, mais de le remettre sur la voie où nous voulons qu'il soit. C'est possible. Et des hommes comme ça, il y en a beaucoup. Peut-être que ceux qui nous ont dévancés, ceux qui ont commencé, vont s'essouffler à cause de l'âge, mais on doit reprendre le flambeau et continuer. Et pour ça, là, le Kassi voulait s'engager dedans. Et moi-même qui vous parle, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, le camarade Chablé Goudé a dit quelque chose. Il y a trois choses qui permettent à l'homme de rester constant: sa pensée, sa parole et sa marche. Et son action. Et son action, c'est ça la marche. Mais pour rester constant, il faut rester constant. Or, si on ne peut pas être constant entre nous-mêmes, dans la témérité pour être souverain, même dans nos mouvements, ce n'est pas demain, quand on va voir l'argent, qu'on va trembler. Ce n'est pas demain qu'on va voir le pouvoir qu'on ne pourra pas trembler. Donc, nous sommes restés constants. Notre constance au Kassi, ça a été quoi? Première chose, le monsieur qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara ne doit jamais être auréolé du titre de président. On est resté constant là-dessus. Deuxième chose, son pouvoir est pour nous illégitime depuis 11 avril. Troisième chose, en Côte d'Ivoire, il faut une transition. Et nous sommes restés constants là-dessus. C'est pourquoi nous sommes restés meurtris, dépassés, déboussolés. Alors, parlant d'expérience, camarades, le 19 septembre 2002, moi, je m'apprêtais à aller au cours à Saint-Paul. On venait de me donner mes premières classes d'enseignement. Et puis, une semaine avant, j'ai dit à mes étudiants que, malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de coups d'État. C'est un coup de sciences politiques, d'histoire. Mais la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays en Afrique qui n'ont pas encore connu de coup d'État. C'était une semaine seulement avant. Et la semaine d'après, il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire. La semaine d'après, le 19 septembre a commencé. Mais j'ai appelé mon chef de département et je lui ai dit que je ne pouvais pas faire cours. En ce moment, l'Internet n'était pas aussi rapide que ce que vous avez maintenant. Mais je ne sais pas comment lui, il a eu la nouvelle. Il a dit, Eddie, et on m'appelait Eddie là-bas. We understand you can take a break. Camarades, je ne sais pas pour vous, mais moi, en partageant nos expériences, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et puis, quelques semaines après, le pasteur Djeriga a convoqué une réunion qu'on appelle une réunion de comité de crise. C'est de cette réunion de comité de crise qu'est venue l'idée de la marche à New York, et c'est les photos là que je vous montre là. Donc nous sommes levés et puis on est allés. Je crois que c'est là même que le pasteur a découvert. Il dit, mais quel est ce petit là qui bouge beaucoup comme ça? Aïe, mais il va à gauche, il va à droite. Et puis il a de l'énergie, il n'est pas fatigué. Je dis, mais comment on peut être fatigué quand notre pays est attaqué? Parce que nous on veut rentrer. 19 septembre. On n'avait pas pensé que ça allait durer ainsi. Mais on a marché. Je me rappelle d'une de ces marches-là, doyen Momini. Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Four Seasons. Nos adversaires, appelons l'adversaire, on aurait dû passer les choses, on veut aller à la paix, mais nos ennemis étaient devant l'hôtel. Ils ne nous ont pas chassés. Attends, je te dis. Ils sont venus avant nous. Ils étaient devant l'hôtel, nous on était de l'autre côté de la rue.
Et ils disent qu'ils ne partent pas. On dit, bon, tant que vous ne partez pas, nous aussi on ne part pas. Les permis avaient été pris pour peut-être 3 heures de temps de marche. On a fait plus de 6 heures là-bas. Tant qu'ils ne quittent pas, nous aussi on ne quitte pas. Mais on était exténués, fatigués. C'était beau, c'était mignon. On est dedans. On lance les bouteilles là-bas, ils ramènent ici. Les policiers nous regardent et disent, mais vous là, vous êtes disciplinés, mais le groupe qui est là-bas, là, ils sont indisciplinés. On dit, oui, ça c'est ce qui se passe là-bas à Côte d'Ivoire, là. Ils sont indisciplinés. Hein? C'est comme ça ils sont. Ils disent, ah d'accord. Donc nous sommes restés là. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions en 2006. Là, nous étions à New York. Et on est crispés. On marche, on attend. Pierre Chori, avec Tevo Djere. On veut aller à la paix, sinon on voulait dire des choses de ces sens-là, qui nous ont fatigués. On est là, on attend. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Et finalement, une fumée, petite fumée blanche sort de la haie. Après, de New York. Le président Laurent Gbagbo, les élections, il est maintenu. Il y a une résolution de l'ONU là qui est sortie. À partir de ce moment-là, les choses ont pris une autre tournure de 2006. Et c'est ce qui nous a mené jusqu'en 2010. On a vu la campagne qu'on a menée. Et on a vu la beauté équipée de ce qui pourrait être un déclic en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, encore une fois, nous sommes retrouvés à l'ONU en mars 2011. 2011. Ouais, en mars 2011. Poussé. Il faut respecter. Si Gbagbo veut qu'on recompte, il faut qu'on recompte. Et au moment où on finissait la marche, quand les premières nouvelles nous parvenaient, que les rebelles avaient commencé à descendre sur Abidjan, que la France avait commencé à attaquer et que les troupes ivoiriennes repliaient sur Abidjan. Thérèse Dago, je crois que je l'ai vu arriver. Thérèse Dago. Ah bon, Thérèse Dago, Angélique Diallo. Je ne sais pas encore quelles sont les femmes, mais le retour sur Philadelphie était lourd. J'étais au volant de la vanne et les femmes pleuraient. S'ils ont commencé à attaquer, mais on est foutus. Et le mars a commencé. Le 11 avril, là encore, c'est toujours nous les enseignants, on s'apprête à aller enseigner. Et puis les mauvaises choses, là, la France a fait arriver. J'ai une amie qui m'appelle, camerounaise, qui me dit, mais on apprend qu'on vient d'attraper Gbagbo. Oh, pourtant, les bateaux, on se réveille, on regarde la presse et on ne voit pas ça jusqu'à dire oui. Et voilà la question qu'elle va me poser. À quelle heure on l'a arrêté? J'ai dit, mais on t'a dit qu'on a arrêté quelqu'un. Tu n'as pas cherché à savoir s'il est mort ou pas vivant. Tu me demandes à quelle heure on l'a arrêté. Qu'est-ce que ça te fait l'heure? Elle dit, pardon. Moi-même, je ne savais pas ce que je devais dire. Il dit, mais c'est pas une façon de consoler les gens. Ça veut dire quoi? On l'a arrêté à quelle heure? Ça fait quoi l'heure? Bon, je te rappelle. Tout notre souci c'était est-ce que Gbagbo on l'a tué? Est-ce qu'on ne l'a pas tué? Et puis machin. Mais c'était des moments difficiles, camarades. Moi je voulais partager ça avec vous pour vous dire que si nous n'avons pas eu d'ulcère donc jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu aussi nous garde et nous protège. C'est l'expérience que je voulais partager. Donc on est parti le 11 avril. On va sauter pour arriver à la période dont j'ai dit, et j'ai parlé tout à l'heure, personne ne nous écoutait. Personne. On a conduit une délégation à Washington DC, au Congrès. On est allé rencontrer Eric quelque chose, j'oublie son nom, il a le même prénom que moi, mais il était le legislative assistant, c'est-à-dire le conseiller de James Inhofe. Ils nous ont bien reçus. On a parlé. Et puis à la clé, en réalité, rien. On est allé au département d'État. J'ai conduit la délégation là-bas. La jeune demoiselle au département nous a dit, mais le problème de la Côte d'Ivoire, on connaît, vous avez 2 ambassadeurs depuis longtemps. Je la regarde, j'ai dit, mais tout ce que j'explique là, elle me dit, non, notre ambassadeur sur le terrain en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il nous dit là. C'est ça qu'on va faire. On apprend que l'État ghanéen veut rapatrier ou bien veut faire arrêter les réfugiés. Blé Goudé s'est trouvé encore au Ghana. On est allé à l'ambassade du Ghana. L'ambassadeur Adjeman, devant moi, après son téléphone, il dit, bon, je vais appeler mon ministre des Affaires étrangères. Toi, mais tu vas écouter, tu parles anglais, non? Voilà. Et il a parlé à son ministre des Affaires étrangères. Non, le Ghana, c'était sous Atta Mills. Ça nous a rassurés. Quand Atta Mills meurt, les choses changent un tout petit peu. Bon. On est allé à l'ambassade de Russie. Bien belle rencontre. Les Russes nous ont dit, on sait que votre problème, c'est les Occidentaux. Mais sur le terrain en Côte d'Ivoire, là-bas, là, qui vous a fait? Parce que c'est calme là-bas. C'est l'ambassadeur Nastassi
qui lui-même rêvait de servir en Côte d'Ivoire. Nous sommes repartis à l'ambassade de Russie, quoi, 2 fois. Donc, deux fois. Et on a fait tous ces trucs-là. Dès lors que l'ambassade de Russie nous a dit, mais il faut que sur le terrain en Côte d'Ivoire, il y ait quelque chose, on s'est dit, changeons de méthode de lutte et mettons l'accent sur Abidjan pour connecter avec les gens sur le terrain. Malheureusement, c'est là-bas que les choses ont flanché. Les gens d'Abidjan ne nous respectent lorsqu'ils savent 2 choses. Soit on a l'argent, soit on a des contacts qui vont les faciliter. En dehors de ça, ils ne nous respectent pas. Et si on doit changer les choses aujourd'hui, c'est ça là qu'il faut changer. Qui peut résumer vers la fin? Non. Tu peux continuer avec moi. Ah, d'accord. Je suis seulement étonné quand tu dis il y a 2 œuvres, il y a l'argent et puis il y a la voix. Parce que tu procèdes en politique, tu connais bien Machiavel. J'ai dit les gens d'Abidjan ne nous respectent que par rapport à ces 2 là. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc, on a fait ces tours-là, on a fait tous ces détours. Et puis, le procès de la haie devrait s'ouvrir. Là aussi, on a eu beaucoup d'ulcères. Combien de fois nous n'avons pas été invités à des forums pour parler, pour expliquer. Je voulais faire même un détour pour dire que sur la voie d'Amérique, c'est là-bas qu'il fallait être. Une autre expérience que je voulais partager avec vous, les camarades, pour qu'on puisse savoir, c'est que le grand frère Dr Djerike, comment on s'est connus? Quelquefois, il ne sait pas que son arrivée nous a fait nous autres beaucoup de bien, surtout moi particulièrement, parce que maintenant, lui, il écrit. Et puis moi, sinon avant, on devait combiner les deux. Marcher, écrire, faire, tant. Ben, lui, il écrit. J'ai écrit un article qu'il a vu, il a répondu, c'est comme ça qu'on s'est connecté. Pour venir découvrir qu'il est le frère de Paul Nyekri. Mais, cette partie de l'expérience-là, je suis chez moi à la maison un jour et je reçois un coup de fil qui me vient d'où je ne sais pas. Ça c'est un peu machine à rien, 2 choses. Qui est au bout du fil? C'est celui qui vient de parler. Vous écoutez. Qui me dit, frère, on avait déjà parlé avant, hein, pour ceux qui sont de Washington, vous vous souvenez, un de ses derniers livres, il m'avait demandé d'en faire la dédicace, puisque la dernière fois qu'on s'est vu à Abidjan, on était au cimetière de Williamsville et c'était aux obsèques à l'enterrement d'un des leaders de la FECI qui est mort à Londres, Koukouniou Assoua Jean-Pierre. Et c'est là qu'on s'est laissé. Moi, je suis parti avant lui parce qu'on est arrivé en retard, et puis bon, enfin. Donc j'ai dédicacé le livre. Après, je reçois ce coup de fil, il est au Ghana. Il me dit, frère, on a échangé, 2 jours après, on l'a arrêté. Imaginez comment moi je me suis senti. Est-ce que c'est mon coup de fil là qui a fait qu'on l'a repéré? Ouais. Or, entre-temps, sur la toile là, on dit, oh, c'est tel qui l'a livré, tel qui l'a livré, tel qui l'a livré. Mais nous tous, on a commencé à se cacher. Il ne faut pas qu'on cite mon nom parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Donc là encore, le ventre, là, le pancréas a commencé à faire mal. Tout ça. Bon, oui, et je suis là. Une fois maintenant, c'est ici, pour que vous compreniez les ramifications de ce régime contre lequel on s'est battu. Ceux qui sont à Philadelphie connaissent où je suis. Mais moi, je sors de chez moi un jour dans ma vieille Toyota là, que j'ai changé maintenant. J'ai trouvé un blanc là qui est tout. Il fait quoi ici? Il dit non, il est perdu là. Et puis il a parlé bon, il est parti. Plus tard après, j'apprends que je suis sur une liste de terroristes. Je suis sur une liste de terroristes. Moi, terroriste. Pourquoi? Donc tout ça là, ça nous a emmerdés. Il faut que les camarades sachent aussi. Blé Godet a dit que beaucoup d'entre nous étions dans la prison à ciel ouvert. Beaucoup de prisonniers à ciel ouvert sont parmi vous, vous ne savez pas. Aujourd'hui, on prend la peine de vous dire ça parce qu'on a gagné quelques victoires. Pour qu'on puisse les respecter. Alors ça aussi, ça s'est passé dans la lutte là. Et il y a beaucoup qui ont souffert de ça. Dans la lutte aussi, il y a beaucoup. Mais enfin, on va fermer cette partie-là. On va fermer cette partie-là. Donc, l'autre expérience que je voulais partager avec vous, les camarades, c'est que on en arrive au procès, et puis le 31 mars. L'enseignant fait quoi? Il doit aller enseigner. Je suis encore en route. Au volant de ma voiture. D'abord, quand je me suis réveillé à 8h le matin, je me connecte sur le site de la CPI, je ne vois rien. J'ai dit, oh, c'est pourquoi j'ai dit, je devais vite dormir, j'ai raté ça. Oh, ça n'avait pas encore commencé. C'était à 9h. Et je sors, je dois courir à une réunion.
et puis enseigner après. Et puis en chemin, là, j'ai branché, j'écoute. Si Internet, là, si tu t'interromps, là, je ne serai pas content, hein. Et puis ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Dès que j'ai entendu ce bout de phrase-là, the prosecutor's request is hereby, or appeal is hereby rejected, j'ai envoyé un texto à mes camarades pour dire la libération. Or, moi, j'avais promis depuis près de 8 ans aux gens que si je me trouvais même dans ma douche en train de me laver qu'on prononçait que Gbagbo était libéré, j'allais courir nu jusqu'à Westfield dans les fiefs là-bas des rebelles. On a une tante ici qui s'appelle la fille qui a dit Prési, tu sais que nous sommes thèmes, non? Faut pas faire ça. Bon, avant tu as dit ça, tu allais faire, mais comme ta fille est venue, faut pas faire. Donc, c'est ce qui m'a dissuadé et je n'ai pas fait. Et puis, hein? Non, peut-être que j'allais partir avec ma voiture arriver là-bas, puis j'allais aller là-bas faire ça. Parce que les gens là nous ont causé trop de problèmes. Mais enfin, camarades, c'était pour terminer là-dessus, pour dire que Blaiserie a bien fait de dire partageons les expériences. Les Américains ont quelque chose qu'ils appellent storytelling. C'est puissant. On a une psychologue qui est ici, Madame Djereke. C'est puissant. Il faut qu'on s'extériorise parce qu'on a trop encaissé. Non seulement nous avons encaissé par le régime, par la France, par tous ceux qui nous ont mis la pression là-dessus, mais entre nous-mêmes aussi, on s'est marché dessus. C'est ça même. Ah oui. C'est la raison pour laquelle on termine par dire, entre nous là, si quelquefois il y a eu des paroles déplacées par des membres du CACI, j'en prends la responsabilité, je vous demande pardon. Mais il faut qu'on aille de l'avant. Oui. C'est là que les responsabilités s'appellent. Question à nous tous. Est-ce que Gbagbo qui sort de prison, qui va revenir en Côte d'Ivoire, là on vient de nous dire bientôt, pour parler comme Gou, bientôt là, c'est quand qui est bientôt. C'est ça. Gou est allé prendre l'argent chez son camarade, on dit il va rembourser, il dit bientôt, on dit bientôt c'est quand. Bon. Bientôt là c'est quand. Les enfants sont choses, mais est-ce qu'ils auront sur les épaules, regardez la responsabilité qui pèse. Ouais. Est-ce que Gbagbo aura encore 45 ans? Est-ce qu'il a encore 55 ans? Il a 75 ans. Après tant d'années, 10 ans à La Haye, et avant ça quelques mois à Korogo, est-ce qu'il a les épaules nécessaires pour conduire? Ça c'est un. Deuxième question, il rentre en Côte d'Ivoire avec Blé Goudé. On fait quoi de ce troisième mandat illégal de Ouattara? On s'en accommode ou bien on fait quoi? Quelle serait notre part dans cette histoire de la réconciliation? Le CACI continue de maintenir sa position. Il faut une transition en Côte d'Ivoire avec tout ce que nous avons décliné. Je voulais terminer, camarade secrétaire général, en vous disant encore une fois merci. Vous réitérant encore une fois la position du CACI pour vous dire que, en ce qui concerne la lutte en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ne sont pas du côté de Ouattara sont nos amis, sont nos meilleurs amis. Tous ceux qui sont du côté de Ouattara, ce sont nos ennemis. Bon, ils peuvent être nos adversaires, et puis ceux même qui est Ouattara lui-même, voilà ce que je voulais vous dire.